Bonjour les artistes, bienvenue pour ce cours à distance. Chat, chien, éléphant ou cochon, il existe plus de 7 millions d'espèces animales sur la planète. Compagnons de chaque instant, membres de la famille, sujets de frayeur ou d'admiration, aide au travail ou peluche suivante, les animaux nous entourent depuis la nuit des temps. On estime la date de la première domestication des chats à 7000 ans avant notre ère, autrement dit, il y a plus de 9500 ans, tandis que les chiens sont domestiqués depuis plus de 35 000 ans. Voilà qui explique certainement pourquoi les animaux sont un des sujets de représentation préférés dans l'histoire de l'art. Et cela a débuté dès l'origine de l'humanité et des arts à la préhistoire. Dans la grotte Chauvet, en Ardèche, on peut admirer près de 1000 dessins sur les parois. Et parmi eux se trouvent 425 animaux comme des mammouths, des félins, des rennes. Durant l'Antiquité, beaucoup d'animaux deviennent les incarnations de divinités. Par exemple, le chat représente la déesse Bastet. C'est la déesse du foyer, de la chaleur du soleil et elle protège les femmes enceintes et les enfants. Au Moyen-Âge, la religion chrétienne interdit les rites païens qui célèbrent entre autres des divinités animales. Les animaux vont donc être vus d'un mauvais œil. Les artistes publient des bestiaires, des ouvrages illustrés réunissant des récits animaliers. Les animaux sont alors caractérisés par des traits de personnalité et des sentiments humains, afin de servir d'exemple pour faire la morale. Les animaux imaginaires comme la licorne, qui incarne la pureté, la manticore, symbole du mal, le dragon, symbole du pouvoir, font leur apparition. Puis, la représentation animale évolue vers quelque chose de beaucoup plus réaliste, avec des croquis faits d'après nature grâce aux ménageries. Regardez ce lion dessiné par Villard de Haunecourt. L'artiste a essayé de coller le plus possible aux caractéristiques du fauve, l'anatomie, la crinière. N'oubliez pas qu'à l'époque, il était plus que rare de croiser de telles créatures. L'œil de l'artiste n'y était pas habitué, et même s'il a essayé d'être rigoureux, certains aspects ne sont pas tout à fait ressemblants, tout simplement parce qu'il n'avait pas l'entraînement pour les dessiner. Au XVe et XVIe siècle, à la Renaissance, on s'efforce de plus en plus de représenter la nature de manière réaliste. Voici une œuvre qui a particulièrement marqué l'histoire, le rhinocéros d'Albrecht Dürer. Il s'agit d'une gravure sur bois réalisée d'après un dessin. Dürer n'a absolument jamais vu un rhinocéros en vrai. Il a juste lu une description du mammifère. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul spécimen vivant en Europe, au Portugal plus exactement. Du coup, Dürer s'est appuyé uniquement sur des écrits, ainsi que sur un croquis rapide d'un autre artiste. Et effectivement, nous qui avons l'habitude de croiser des représentations de rhinocéros, et parfois même d'en voir en vrai, nous constatons que la représentation n'est pas anatomiquement très correcte. Pourtant, cette gravure a été encensée partout en Europe, et elle a même servi de modèle pour d'autres dessins de rhinocéros. Tout le monde l'a considérée comme étant très ressemblante. Il ne faut pas croire que les artistes ne savaient pas parfaitement représenter les animaux à l'époque. En fait, dès qu'ils avaient l'habitude d'en voir et dès qu'ils pouvaient avoir des modèles sous les yeux, le réalisme frisait l'excellence. Dans Portrait aux poissons et aux coquillages, Giuseppe Arcilbondo reconstitue un visage entièrement à l'aide d'un arrangement de poisson peint.
Et vous avez vu, là clairement, les poissons sont parfaitement reproduits avec leurs écailles brillantes comme s'ils sortaient à l'instant de l'eau. Au XVIIe, la représentation des animaux gagne ses lettres de noblesse et devient carrément un genre particulier en peinture. Il faut dire que les grandes expéditions rayonnent partout dans le monde et l'on en rapporte des récits extraordinaires et des spécimens d'animaux exotiques. Les représentations, bien souvent en peinture ou en dessin, sont pleines de vie, comme prises sur le vif. Si le XVIIe siècle célébrait la vie, c'est la mort qui a été en vogue au XVIIIe siècle. Et oui, les natures mortes, ces représentations d'éléments inanimés, ont beaucoup mis en scène des gibiers et autres bêtes destinées à être dévorées. On trouve également des animaux de compagnie, bien vivants ceux-ci, qui viennent rehausser les scènes avec un peu d'action. Ce chat a l'air de vouloir en découdre avec les huîtres. Ici, on confronte la vie et la mort comme éléments indissociables du cycle de la vie. Au XIXe siècle, Rubens, grand maître du XVIIe, revient à la mode et les artistes s'en inspirent joyeusement. L'un d'entre eux se démarque particulièrement, Eugène Delacroix. Vous le connaissez certainement pour son tableau « Liberté guidant le peuple ». Mais il est également célèbre pour ses peintures animalières. Fasciné par les chevaux, il passe de longues heures dans les écuries à les observer et les dessiner sous toutes les coutures. Pareil pour les fauves qu'il peut voir dans la ménagerie du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Son ami Antoine-Louis Barye, sculpteur animalier, marque lui aussi son époque avec ses bronzes et ses plâtres. Il ne voyage pas, mais observe longuement les animaux dans les ménageries. Les animaux fascinent les artistes et cette fascination ne s'atténue pas au fil du temps. Au XXe siècle, Henri Rousseau, également connu sous le nom de douanier Rousseau, peint des paysages exotiques, imaginaires, peuplés de bêtes mystérieuses. Avec lui, la bête devient un rêve, un idéal représentant un monde merveilleux et sauvage. François Pompon, sculpteur, décide de s'adonner exclusivement aux animaux. Il leur donne vie avec des sculptures très épurées, en enlevant les détails et en polissant les surfaces. Son approche est très novatrice, il ne garde que l'essentiel de l'animal et ne cherche pas à lui attribuer une personnalité ou une caractéristique particulière. Et pourtant, ces bêtes restent expressives et laissent transparaître comme un indice sur ce qu'elles sont dans la vie sauvage. L'ours blanc marche d'un pas lourd, l'orang-outan est facétieux. Le XXIe siècle puise allègrement dans tous les genres de représentations animalières et va même jusqu'à détourner l'image des animaux pour exprimer d'autres sujets. Par exemple, Louise Bourgeois utilise la figure de l'araignée pour représenter sa mère. Aux réactions horrifiées de certains spectateurs, elle répond qu'il s'agit d'un hommage à sa maman qui faisait du tissage. Pour l'artiste, l'araignée représente une présence protectrice qui veille sur elle. Claude et François-Xavier Lalanne se sont amusés à allier animal et meubles en créant des sculptures extravagantes et très poétiques. Un buffet rhinocéros, un pigeon-lampe ou encore de confortables dromadaires canapés. Bref, l'art contemporain s'empare des animaux et parfois ils sont traités non pas comme des sujets mais plutôt comme des objets et cela peut créer de grandes controverses. On pense par exemple à Wim Delvoye qui a tatoué des cochons vivants mais alors qu'ils étaient sous anesthésie générale. Son idée est de dénoncer l'exploitation animale et la surconsommation de viande. Mais d'un autre côté, ces cochons sont tout de même exposés et trimballés un peu partout dans le monde. C'est également une forme d'exploitation, même s'ils sont bien traités. On comprend ici que l'art revêt plusieurs formes et que parfois, les bonnes intentions ne doivent pas se départir d'une forme de réflexion. À savoir, l'art a-t-il le droit d'utiliser les animaux juste pour faire passer un message ? Je vous invite à y réfléchir. Connaissez-vous Naruto ?
Non, pas le Naruto héros de manga, mais Naruto, un macaque d'Indonésie, star des réseaux sociaux depuis qu'il a réalisé un selfie. En 2011, il avait profité d'un moment d'inattention d'un photographe animalier pour s'emparer de l'appareil et se prendre accidentellement en photo. À voir les clichés, on pourrait presque croire qu'il savait ce qu'il faisait. Cette façon de penser que les animaux peuvent avoir les mêmes intentions que des humains se nomme l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est quand on attribue des caractéristiques humaines à un objet ou un animal. Une idée séduisante pour les artistes qui voient là un moyen de création illimité. Un exemple très connu d'anthropomorphisme est le lapin blanc dans Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Portant un gilet et une montre à gousset, le pauvre ne cesse de répéter qu'il est en retard. Plus récemment, le film d'animation Tous en scène de Garth Jennings présente des animaux habillés et ayant des comportements comme des humains, même s'ils gardent certaines habitudes sauvages. Le magasin fermera ses portes dans 15 minutes. La dame dans l'allée numéro 6 est franchement trop bien. Beaucoup de photographes ont exploré la relation qui s'établit entre l'humain et l'animal en combinant leurs caractéristiques pour en faire des portraits. En voici quelques-uns qui devraient vous plaire. L'Italien Alessandro Gallo fabrique des figurines en céramique qui allient la caractéristique majeure d'un animal à celle d'une personne humaine. Cela donne un aigle réputé pour sa vision exceptionnelle qui se retrouve tireur à l'arc. Un écureuil qui revient de ses courses ayant fait un stock de noisettes. Et un vautour connu pour se nourrir d'ordures et de charognes qui sort sa poubelle. Vous pouvez également faire connaissance avec les élégantes bestioles de l'illustrateur Bill Mayer. Mais il existe véritablement plusieurs centaines de portraits anthropomorphiques par des dessinateurs, des peintres ou des photographes. Tous ont en commun le fait d'associer un animal à un corps ou à des attitudes humaines. À chaque fois, on est capable de reconnaître l'animal en question tout en lui attribuant une personnalité, une activité ou un comportement très humain. Un peu comme si on surprenait nos amis les bêtes dans leur vie secrète où elles s'habillent et se tiennent comme des humains. Remarquez également combien l'assemblage animal-humain reste crédible. On n'a pas l'impression que l'on a posé une tête sur un autre corps. Tout est lié de manière à garder une cohérence. Se sert à un long cou, le costume a donc été adapté pour épouser son anatomie naturelle. Si on avait juste, entre guillemets, découpé la tête pour l'associer au corps, on aurait eu l'impression de quelque chose d'artificiel. Les raccords sont particulièrement bien travaillés sur le plan des ombres et des lumières, et observez également les textures. L'heure est venue de créer vous aussi. Vous avez bien observé les photos, dessins et sculptures anthropomorphiques. Vous allez donc pouvoir en faire à votre tour. Représentez la vie secrète d'un animal. Faites un portrait d'un animal portant des habits et des accessoires humains, exactement comme dans les exemples que nous avons étudiés précédemment. Mais attention, il y a des contraintes. Déjà, il s'agit d'un travail à réaliser uniquement en peinture, en gouache de préférence, mais vous pouvez aussi opter pour l'aquarelle si vous préférez. D'autre part, je vous demande un portrait, donc il faut représenter l'animal soit de face, soit de trois quarts, soit de profil. Il peut être cadré à la poitrine ou apparaître entièrement. Vous pouvez le placer dans un décor ou sur un fond uni. Attention, le fond blanc est interdit, je veux que vous le peigniez. Nous allons corser un peu les choses, puisque vous n'allez pas pouvoir choisir votre animal ni son style vestimentaire. C'est le hasard qui va s'en charger et vous devrez vous y plier. Regardez cette première liste. La première lettre de votre prénom et celle du premier prénom, si c'est un prénom composé, correspond à l'animal que vous devrez peindre. Vous avez le choix, il pourra être mâle ou femelle ou même non-genré. Dans cette seconde liste, vous avez l'époque du costume de votre animal. Cette fois, c'est la première lettre de votre nom qui vous guidera. Si vous avez un nom composé, prenez la première lettre du premier nom.
Donc, si vous vous appelez Jean-Kévin Durand-Monceau, vous devez faire un rat ou une souris à l'époque de la préhistoire. Emparez-vous de vos pinceaux, dégoupillez vos tubes de peinture et c'est parti! Bonne création!